Bonjour à toutes et à tous. Donc une nouvelle vidéo après 2 mois ou 3 mois de d'absence sur YouTube. Euh, je vais vous parler d'un sujet qui paraît évident, mais en fait qui est plus complexe qu'on ne croit, qui est de trouver la fondamentale d'un accord. Donc on a tous appris qu'un accord do mi sol, la fondamentale c'était do, qu'un accord de do mineur, do mi bémol sol. La fondamentale était à nouveau Do, et, etc., etc. Et on procédait à des inversions. En fait, c'est un sujet qui est plus compliqué, et notamment lorsqu'on se pose la question de connaître la fondamentale d'un accord diminué ou d'un accord du septième diminué. Donc, je vais aborder ce sujet et je vais vous expliquer pourquoi c'est d'une importance capitale lorsqu'on écrit de la musique. Donc, pourquoi il est important de reconnaître la fondamentale d'un accord? Très souvent, les progressions harmoniques se font par saut de carte de la fondamentale, donc des sauts de carte ascendantes ou descendantes. On pourrait aussi bien dire des sauts de quinte, ça revient au même. Et on a des accords, notamment quand on analyse la musique classique, on a des accords qui se limitent très rarement à une tierce, à une quinte. On a des ajouts de dissonance, on a des omissions, on a des accords diminués. Et il se pose donc la question de savoir quelle est la fondamentale de l'accord, notamment lorsque les notes sont doublées. Et comme je disais, la doublure, voire les renversements, sont de nature à changer la fondamentale que l'on entend de notre accord. Mais connaître la fondamentale, c'est le point de départ d'un saut de carte ascendante ou descendante, et donc d'une progression harmonique dite classique. Donc, pourquoi cette vidéo? Pendant les vacances, j'ai lu un livre que j'ai trouvé passionnant de Richard Pankot sur la psychoacoustique. Donc, vous avez la couverture là sur le slide. Ce livre fait suite à un livre qu'il avait publié il y a une dizaine d'années, et qui était essentiellement un ouvrage avec des formules mathématiques qui, dans un contexte de tous les jours, étaient très difficilement applicables à moins d'avoir un ordinateur sous la main. Donc, un peu de théorie. Que nous dit ce livre? Donc, il nous dit des choses fondamentales, à savoir que la fréquence d'un son périodique est le nombre de vibrations par seconde, Hertz, ça, je pense que vous le savez, euh, que l'on distingue avec la hauteur d'un son, et sa hauteur perçue sur l'échelle unidimensionnelle allant de grave à l'aigu, par exemple do, ré, mi. Et les hauteurs des sons sont des expériences subjectives de l'auditeur, alors que les fréquences sont des mesures physiques. Il se passe tout un tas de choses entre l'onde que l'on reçoit, l'onde sonore que l'on reçoit par l'oreille, et son décodage par notre oreille interne qui la traduit en hauteur. Donc, pour déterminer la hauteur en hertz équivalent d'un son, je parle pas d'une note, hein, je parle d'un son, ça peut être l'aboiement d'un chien ou ça peut être un accord. Eh bien, pour déterminer cette hauteur en hertz équivalent, on joue le son et on joue une sinusoïde pure, donc un son pur dont on peut ajuster la fréquence, et l'auditeur stoppe le curseur au moment où il pense que le son pur correspond au son, en tout cas à la hauteur du son complexe. Donc ça, c'est la théorie pour déterminer la hauteur d'un son. Donc, autre point important que vous savez certainement, un son est composé de partiels. Donc, un son se décompose en somme de sons purs de différentes fréquences. Donc, les sons purs, ce sont des sons sinusoïdaux. Et lorsqu'on parle de partiels, les partiels sont toutes les fréquences présentes dans le spectre d'un son. Donc, vous avez dans le diagramme un son composé et vous avez les sons purs qui, additionnés, donnent le son composé. Alors, un accord, enfin en tout cas une note, ça c'est un autre troisième point, une note est composée d'harmoniques. Donc ça, vous le savez également, ce sont des sous-ensembles particuliers de partiels. Donc uniquement ceux qui sont des multiples entiers de la fondamentale. Donc si la fondamentale a une fréquence F, les harmoniques ont des fréquences 2F, 3F, 4F, etc. Et ces multiples sont valables dans tous les instruments à cordes ou à tubes. C'est physique, ça génère des partiels de double fréquence de 2F, 3F, 4F. Alors ce qui est intéressant, c'est que on ne retrouve pas les mêmes harmoniques, en tout cas pas les mêmes partiels dans les instruments métal.
Les partiels, enfin les harmoniques, on les retrouve essentiellement dans les instruments à cordes et les instruments à tubes, donc les flûtes ou les violons. Donc, si on s'intéresse aux 10 premiers harmoniques de Do, Richard Parncutt nous dit que globalement l'oreille est sensible aux 10 premiers harmoniques. Donc lorsqu'on joue un Do, ben, on entend le Do à l'octave supérieure, on entend le Sol, on entend le Do à nouveau, on entend le Mi, on entend le Sol, et, fait intéressant, on entend le Si bémol, le Do bien sûr, et le Ré. Et on réentend le Mi. Donc finalement, lorsque vous jouez une note, lorsque vous jouez Do, les notes naturelles à rajouter sont le Mi, le Sol, le Si bémol et le Ré. Ça ne choquera pas l'oreille. Donc ça, c'est un point intéressant en composition, puisque lorsque vous avez un accord de Do, le fait d'y rajouter un si bémol ou un ré ne revient qu'à souligner certaines harmoniques de votre fondamental qui est le Do. Donc Richard Pankot également nous dit que faut bien distinguer hauteur et fréquence. Donc déjà, d'après les études qu'il partage, on n'est généralement pas conscient des fréquences dans le son de tous les jours, dans les sons de tous les jours. Et donc les harmoniques, elles sont généralement associées à des particularités d'un ton que l'on appelle le timbre de l'instrument. Donc les partiels ont différentes amplitudes, et ces différentes amplitudes permettent d'un instrument à l'autre de distinguer un timbre différent. Ce que nous dit Richard Parncat également, c'est que les hauteurs sont perçues de manière holistique, et donc la hauteur d'un son est aussi généralement ambiguë. Une fréquence spectrale peut coïncider avec une hauteur, mais pas toujours. Pas toujours. Donc la hauteur la plus saillante d'un ton est ce qu'on appelle est une sous-harmonique de ou de ces hauteurs spectrales les plus saillantes. Donc tout ça nous donne beaucoup de théories et on peut se demander à quoi ça peut nous servir pour écrire de la musique. Donc j'y viens. La fondamentale. Donc les fondamentales d'un accord dépendent à la fois de la nature, donc des invariants perceptifs, ou de l'éducation, un apprentissage culturel. Donc, d'un point de vue naturel, ce que nous dit Richard Pankot, c'est que les fondamentales des accords sont analogues à la hauteur d'un son. Donc, la fondamentale est la hauteur d'un son. Et en moyenne, leur saillance perceptuelle est supérieure à celle des autres tons de l'accord ou des accords. Mais ce que nous dit Richard Pankot également, c'est que notre perception des tons dépend également d'un processus d'apprentissage. Et notre système auditif est constamment exposé à de la musique, et y compris des modèles de hauteur musicale. Et au fur et à mesure de notre écoute, dans notre vie, notre système auditif apprend à reconnaître les invariants de ces motifs et il les utilise pour reconnaître les sources sonores. Et notamment, il peut identifier une fondamentale qui n'est pas une note jouée de l'accord. Donc ça, c'est un point important. La fondamentale n'est pas forcément les notes jouées par l'accord, mais elle peut être autre que les notes jouées par l'accord. Par notre éducation musicale, on va l'imaginer, on va l'entendre. Donc, comme je disais, un accord est un son composé, donc il a une hauteur, et fait intéressant, parfois il a plusieurs hauteurs en compétition. Donc, si on faisait varier la fréquence d'un son pur, on pourrait trouver deux ou trois correspondances, et on pourrait se dire, bah ça c'est la hauteur de notre accord, mais en fait, on a trois hauteurs possibles. Donc, on a une ambiguïté. Donc, mais par définition, la hauteur la plus perçue de l'accord est la fondamentale. La fréquence à laquelle on associe l'accord. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, dans un accord majeur, donc Do, Mi, Sol, la fondamentale, sans ambiguïté, est Do. Mais comme je vous le disais, pour des raisons d'éducation musicale, on entend d'autres notes. On entend le La et on entend le Fa. Donc, lorsqu'on pense à faire une succession d'accords, c'est bon à savoir que le La et le Fa sont des notes déjà entendues qu'on peut rejouer dans l'accord suivant et donc avoir une communalité de notes entre le premier accord et le deuxième accord. Si on prend un accord mineur, donc Do, Mi bémol, Sol, les traités d'harmonie nous disent qu'il y a deux fondamentales, le Do et le Mi bémol.
Mais on entend également le fa et le la bémol, comme je pouvais l'expliquer. Et fait remarquable, dans un accord diminué, donc je prends un accord de do diminué, donc do, mi bémol et sol bémol, on a en fait quatre fondamentales qui sont toutes candidates, et ça c'est très intéressant, le do, le mi bémol, le sol bémol et le la bémol. Et entend également d'autres notes que sont le si, le fa et le ré. Donc la question, bah, comment détermine-t-on les fondamentales et les autres notes entendues? Là, je donne des exemples, mais on peut se poser la question de comment ce tableau a été construit. Alors, il y a des musiciens qui ont une oreille fabuleuse et qui entendent ces fondamentales et qui entendent les autres notes. Bon, moi je suis désolé, c'est pas mon cas, c'est peut-être le vôtre. Et donc j'ai besoin de méthodes lorsque j'écris des accords compliqués et lorsque je me pose la question de la progression harmonique. Nécessairement, je vais me poser la question de quelle est la fondamentale de mon accord ou les fondamentales de mon accord et l'accord suivant, bah, sans se fatiguer, on peut imaginer un saut de cartes, hein, ascendante ou descendante, en jouant sur le cycle des quintes. Donc la méthode pour déterminer la fondamentale d'un accord. J'y arrive. Donc, c'est une méthode qui est publiée dans le dernier ouvrage de Richard Pankut. Donc, je vous avais parlé d'un ouvrage il y a 10 ans avec des formules mathématiques bien compliquées. Là, il propose une méthode très simple qui permet de faire un calcul de tête à partir d'un accord et de déterminer les fondamentales ou les fondamentales candidates. Donc, la méthode est la suivante. Donc, Richard Pankut nous alerte sur le fait que la méthode est approximative, mais assez juste, et comme je vous le disais, qui permet de faire des calculs de tête pour déterminer les fondamentales. Sinon, bah, vous avez des formules complexes hein, pour votre ordinateur si vous prenez le livre de Richard Pankut publié il y a une dizaine d'années. Donc, le principe, ça fonctionne sur la notion de score par note de la gamme. Donc, pour un accord donné, on va prendre toutes les notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, où on prend les chromatiques, do, do dièse, ré, etc. Et pour chacune des notes de l'accord, on va calculer un score. Et la note de la gamme qui aura le score le plus élevé sera la fondamentale. Et parfois, vous allez avoir des notes de la gamme qui vont avoir des scores identiques ou très proches. Et dans ce cas-là, il y a ambiguïté sur la fondamentale et les notes scorant le plus haut et à peu près égales sont toutes des candidates pour être la fondamentale. Donc cette méthode consiste à calculer les intervalles entre la note que je choisir dans ma gamme et toutes les notes qui forment l'accord. Et on va additionner des scores. Typiquement, si vous prenez une note de la gamme et que cette note est présente dans l'accord, on a un unisson et vous rajoutez 10. Si, donc, par exemple, si j'ai Do comme note de ma gamme et que j'ai un Do dans mon accord, je score déjà 10. Si j'ai une quinte, donc si j'ai un Sol, par exemple, je rajoute 5. Donc si j'ai un Do et un Sol, j'arrive à un score de 15. Si j'ai une tierce majeure, donc le Mi, je rajoute 3. Si j'ai une septième majeure, donc un Si bémol, je rajoute 2. Et si j'ai une seconde majeure, donc si j'ai un Ré, je score 1. Je rajoute 1. Et pour tous les autres intervalles, je ne rajoute rien. Ça compte pour 0. Donc, je rappelle, unisson 10, quinte 5, tierce majeure 3, septième mineure 2, seconde majeure 1. Donc une méthode qui est redoutablement simple. Si je prends un premier exemple, je prends cet accord, donc composé d'un Do, avec un Do à l'octave, un Sol et un Mi bémol. Et je vais mettre deux colonnes. Je vais tester deux notes, le Do et le Mi bémol. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le Mi bémol va scorer pour 0. Si je prends Do comme note de la gamme, comme tentative de fondamentale. C'est un accord de tierce mineure, ça correspond à 0. Ça ne correspond à aucun intervalle avec des scores autres que 0. Vous avez un Sol, donc ça score 5. Vous avez le Do, ça score 10. Et vous avez un nouveau Do à la basse qui est 10. Le score du Do comme candidat à la fondamentale est de 25. Si je prends Mi bémol,
Un mi bémol est présent au soprano, donc ça compte 10. Mi bémol sol, c'est une tierce majeure, je compte 3. Mi bémol do, ça ne correspond à rien. Et mi bémol do à la base, ça ne correspond à rien. Donc mi bémol, comme candidat à la fondamentale, score pour 13. Donc vous voyez que suivant la formation de votre accord, tout à l'heure je vous disais qu'un accord de do mineur pouvait avoir comme fondamentale do et mi bémol, mais en fait ça va dépendre des doublures et de la disposition de l'accord. Ici, dans l'exemple 1, il n'y a aucun doute, la fondamentale est Do. Du coup, on peut enchaîner cet accord, par exemple, avec un accord de Fa ou un accord de Sol, donc en faisant une quinte ascendante ou descendante, ou une quarte ascendante-descendante. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Je prends un deuxième exemple, où cette fois-ci, dans cet accord, j'ai doublé le Mi bémol. Eh bien, avec le même calcul, le Do n'est plus la fondamentale, c'est un score de 15, et le Mi bémol a un score de 23, donc aucun doute. Dans cet accord, la fondamentale, c'est Mi bémol. Alors, si on prend nos connaissances, on voit un accord de Do mineur, on va se dire, bah, la fondamentale, c'est Do. Eh bien non, ici, c'est Mi bémol, et ça a une importance capitale sur l'enchaînement de notre accord. Puisque ici, puisque la fondamentale est mi bémol, vous pouvez l'enchaîner avec un accord de si bémol ou de la bémol, donc avec une quinte ascendante ou descendante. Donc ça change toute l'histoire en termes d'harmonisation. On n'est plus sur un accord sous-dominante avec un accord de fa ou un accord de sol. Non, on arrive sur des accords de si bémol et de la bémol. Et faites l'essai au piano, ça semble assez naturel. Si je prends un troisième exemple, je prends un accord, pour le coup ambigu, mi, la, ré, sol. Donc, je ne sais pas comment on note cet accord. En tout cas, il est tiré par les cheveux et on se pose la question de l'enchaînement de cet accord et donc d'en connaître la fondamentale. Alors, j'ai pris 5 candidats. J'ai pris dans l'ordre partant de la gauche vers la droite le do, le ré, le mi, le sol et le la. J'ai fait mes calculs avec la même méthode que je vous ai expliqué. Et ici, je vois que le Ré score 16, le Sol score 16 et le La score 17. Donc on arrive dans une configuration où finalement cet accord nous fait entendre trois fondamentales. Le Ré, le Sol, le La. Donc du coup, on est dans l'embarras du choix puisque la fondamentale est ambiguë, ça nous permet de faire de très nombreux enchaînements par saut de quinte, ascendante ou descendante. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Première option, si on entend l'accord avec une fondamentale de sol, on peut l'enchaîner avec un accord de do. Si je choisis l'option 2 où je dis bon un accord en fait sa fondamentale c'est ré, donc c'était le deuxième candidat, je peux l'enchaîner avec un accord de sol. Mais j'ai une option 3 qui est de considérer que la fondamentale de cet accord est là, et dans ce cas-là, je peux l'enchaîner avec un ré mineur. Alors, je vais vous faire écouter les trois options. Première option, deuxième option, troisième option. Donc ça marche. En tout cas, on a des enchaînements harmoniques qui sont tout à fait acceptables avec une méthode relativement simple. Donc dans le livre de Richard Pankot dont je vous ai indiqué une copie, vous avez donc tous les accords répertoriés. Là, c'est un extrait. Et avec les scores de chaque note, donc le 0, c'est la première note de l'accord, donc ça correspond à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, hein, et par demi-ton. Et donc un accord majeur simple 0, 4, 7, c'est la fondamentale et le Do. Un accord mineur, il y a une erreur dans le livre, hein, c'est un accord mineur, c'est Do, Mi bémol, sur une formation 0, 3, 7. Sur un accord avec un sus fort, on a comme fondamental le Do et le Fa. Dans un accord diminué, on a le Do, le Mi bémol, le Sol bémol et le La bémol, ce que je vous avez déjà présenté. Et ensuite, vous avez différents accords, et dans le livre, il y a un certain nombre d'accords exotiques hein, qui vous montrent un peu les calculs. Donc si on prend par exemple un morceau que j'adore, qui est l'ouverture de Don Giovanni, euh,
si on applique cette méthode, vous avez en premier accord de l'ouverture de Don Giovanni un accord avec comme fondamental Do. Saut de carte descendante, on arrive sur La. Saut de carte ascendante, on arrive sur à nouveau Ré. Et ensuite, le Ré est maintenu en fondamental sur la mesure suivante, mais c'est un accord diminué. Donc, on peut choisir dans cet accord diminué toutes les notes de l'accord diminué, puisque chacune est une bonne candidate pour être un fondamental. Et ici, en l'occurrence, bah, c'est Ré. Et donc, on a donc créé une deuxième mesure qui répète un accord avec la même fondamentale, l'accord avec comme fondamentale Ré, mais simplement on a utilisé un accord diminué et il est toujours entendu avec comme une fondamentale de Ré. Ensuite, Ré Fa La, on arrive sur La, on maintient le La et on fait le même processus appliqué à Ré, c'est-à-dire on joue un accord diminué de La, et donc on entend toujours La comme fondamental. Et donc on arrive à Ré, donc un saut de carte, hein. On arrive à Sol, saut de carte, on retourne à Ré, saut de carte, hein. On va à La, saut de carte, et on répète La, La, et après on recommence à D et à La. Donc ce que l'on voit sur l'ouverture de Don Giovanni, c'est qu'en fait, on alterne entre tonique, sous-dominante et dominante, avec des accords diminués qui viennent en fait poursuivre un accord de Ré en jouant en diminué ou un accord de La en jouant en diminué. Mais c'est une lecture, moi, que je trouve plus simple que la notion de dominante de dominante. En tout cas, qui a une lecture plus rapide, en tout cas plus simple, plus simple. Alors bon, ça ne concerne que moi, hein, c'est mon avis. Mais en analysant les morceaux que j'ai dans ma bibliothèque, j'en ai analysé un certain nombre. Il y a certains passages, notamment dans le Requiem de Mozart, qui sont beaucoup plus lumineux avec cette approche que lorsqu'on note les accords avec la notation classique, avec les sous-dominantes, les dominantes de dominantes, les dominantes de sous-dominantes, etc. Et les inversions et les accords diminués. En tout cas, ça simplifie la tâche. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous le dis, moi je compose et j'étudie la composition un peu tous les jours pour essayer de m'améliorer. J'ai trouvé cet ouvrage de Richard Parncut intéressant et je voulais partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous aura appris des choses ou ça vous aura donné envie de lire cet ouvrage. Et en attendant la prochaine vidéo, ben écoutez, je vous remercie et surtout je vous souhaite de bonnes et belles compositions euh, aujourd'hui et les prochains jours. Voilà. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir.